Hello, on vous entend, merci Redfish. Merci Nobody pour le raid. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue Broraf. Qu'est-ce que c'est encore que ce pseudo? Oui, parfois quand tu dois remercier les gens qui a des pseudos, t'es un peu perturbé. Parfois c'est juste des consonnes qui se suivent et tu fais mais comment je prononce ça? Bon, j'arrête de jouer avec mon truc, ça va le faire comme ça. D'accord, bah merci Nobody, j'espère que vous avez passé un bon stream ma foi, que vous avez passé le bon moment. Et ben nous on va passer, il est 10h et on va passer à notre partie du programme à nous, puisque aujourd'hui, pour cette première de Kainushka 4000 sur le marathon de stream, prêt à réfléchir? On y va tranquille et c'est samedi matin, il est 10h, on se réveille, Oui. J'ai le plaisir de recevoir Clara Cosmic qui a énormément de casquettes, mais ouais, si je dis pas de bêtises. Ça commence en effet. Ouais, ça commence en effet à... Là j'ai commencé la thèse, donc en même temps. Mais donc la plus intéressante, je pense qu'on va pouvoir passer une première demi-heure là-dessus. Donc tu apprécies les cochons d'Inde? Oui. Complètement. Okay. D'accord. C'est pour ça que, voilà, vraiment, c'est mon rêve d'en avoir, j'en ai toujours pas. Non. Mais c'est un goal dans ma vie vraiment très important. Donc... D'accord. C'est pour ça que je te suis avec beaucoup de fidélité aussi. D'accord, mais tu n'en as pas. Alors on va juste, on fait un point cochon d'Inde, on l'évacue, on passe. D'accord, ok. Pourquoi tu n'as pas de cochon d'Inde? Parce que j'ai pas encore trop les sous, je pense le temps surtout de m'en occuper. Je suis dans un petit appartement et mais voilà, mais j'espère très prochainement investir dans des cochons d'Inde. Je trouve que c'est une présence affective très importante et tu as beaucoup de chance d'être entouré par tous ces petits animaux, donc voilà. Il passe 99% du temps à manger ou à vouloir manger et il weak concrètement. Enfin, oui. Mais par contre, oui, c'est rigolo. Mais quand tu les as... Pardon. Non, vas-y. Quand tu les as chez toi, c'est rigolo parce qu'ils communiquent beaucoup en fait. C'est vraiment des animaux qui parlent énormément. Mais complètement. Et je trouve que c'est ce qu'on oublie. Enfin, ils ont un peu ce stéréotype de c'est des animaux qui s'en foutent de toi et tout, mais finalement non. Enfin, je trouve que c'est des animaux ultra intelligents et tu peux créer vraiment, je pense, une relation avec eux. Et même si je dois juste les regarder manger avec eux et qu'ils s'en foutent de moi, c'est pas grave, ça reste... ça reste quelque chose d'important pour moi. Bon, on a coché la case cochon d'Inde, ça c'est fait, voilà. Bon. Le travail, c'est bon, on a réussi notre émission. Du coup, Clara, oui, tu as beaucoup de casquettes. Alors par laquelle commencer? On va commencer peut-être par ta casquette d'autrice, puisque tu es donc autrice. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Tu as donc écrit une trilogie? C'est ça, j'ai écrit une trilogie young adulte de science-fiction qui est sortie maintenant. Le premier tome est sorti il y a 2 ans et demi, 3 ans je crois. Donc voilà, mais avec les études, j'avoue que j'écris un petit peu moins. C'est quelque chose qui me manque beaucoup aussi, mais voilà, je suis sur quelques projets quand même à côté et j'ai dans l'espoir de m'en occuper un petit peu très prochainement à côté de la thèse. Mais ouais, voilà, donc beaucoup de... Si j'écris beaucoup de science-fiction, ouais, au cas où on n'aurait pas compris. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu une activité en pause, on va dire. D'accord. Et donc, tes études, ta thèse, tu travailles sur quoi actuellement? Ouais, alors du coup, je suis psychologue sociale et du travail, et là, je viens de commencer ma thèse en psychologie sociale, qui est sur l'utilisation de la fiction climatique, donc le sous-genre de la science-fiction qui traite des enjeux de la crise climatique. Donc l'utilisation de ces récits-là auprès des personnes climato-sceptiques et anti-sciences. Okay. Et en fait, ça repose sur ce qu'on appelle la persuasion narrative, qui est un sous-genre une branche de la persuasion, qui est un très grand champ de recherche en psychologie sociale, et c'est une branche qui commence à être étudiée depuis très récemment, parce qu'on sait depuis toujours que c'est possible de persuader à travers les récits. On sait
depuis des millénaires que la fiction peut être un outil pour voilà, apporter des informations, même manipuler parfois malheureusement. Mais ça commence à être étudié vraiment de manière systématique et surtout on commence à étudier les mécanismes psychologiques sous-jacents que depuis récemment. Et du coup voilà, donc ça repose un petit peu là-dessus et sur comment en fait la fiction climatique peut être utile auprès de publics difficiles en fait à convaincre, qui sont donc les personnes climato-sceptiques et anti-sciences. Voilà, je bosse là-dessus à côté aussi. Okay. Donc ça m'éloigne pas trop de la science-fiction. Je suis très contente qu'il y ait le mot science-fiction dans ma thèse, mais voilà, en tout cas, très contente de bosser là-dessus. D'accord, super, c'est super intéressant, surtout que... Et donc, il y a toi, dans ton travail de thèse, c'est d'étudier des gens qui vont mettre ça en place, ou c'est toi qui mets en place ça pour voir si ça a un impact sur des gens? Alors c'est plus la deuxième option, je vais utiliser des fictions climatiques et je vais voir quel effet ça peut avoir sur les personnes du coup climato-sceptiques et anti-sciences. Donc la faisabilité est un petit peu compliquée parce qu'il va falloir déjà trouver des personnes climato-sceptiques et anti-sciences. Bon, je sais où les trouver, enfin a priori je sais où les trouver, mais voilà. Et après va falloir choisir aussi le format de la fiction climatique. Donc voilà, on va dire que la faisabilité des études, elles sont encore en discussion. Mais voilà, ça va être surtout ça va être soumettre mon public, en fait, ma cible à une œuvre de fiction climatique. Voilà. Je trouve ça vraiment super intéressant. Du coup, une autre question là-dessus. Tu vas fonctionner, point de vue méthodologie, si c'est pas, je sais pas si c'est indiscret ou si tu peux en parler, en leur faisant faire des ateliers de groupe ou plutôt en leur soumettant des choses, en ayant des entretiens individuels. Ça prend quelle forme, point de vue pratique avec... Ouais, c'est encore en discussion en effet. Je pense pas que ça soit... En vrai, c'est une bonne idée. C'est pas bête de faire en discussion de groupe. Peut-être pour de prochaines études, à voir quel est l'impact en fait vraiment des autres, enfin de l'effet de groupe, quel impact ça peut avoir sur la perception, l'acceptation en fait d'une œuvre de fiction climatique. Mais ça va plutôt être individuel et en fait on va tester leur attitude et leur croyance sceptique avant la soumission à l'œuvre et après en fait on va mesurer. Donc du coup ça va être plutôt individuel comme ça. D'accord. Okay. Bref, je t'épargne les détails, après il y a plein de choses à prendre en compte pour que ça soit le moins biaisé possible. Mais voilà, en tout cas, j'en suis pas encore là, ça reste beaucoup à débattre. Il va falloir que je fasse un corpus aussi de fiction climatique. Donc si jamais, même dans le chat, vous voulez mettre des œuvres de fiction climatique ou quoi, moi je prends. Donc il va falloir que je crée un gros corpus pour savoir laquelle choisir et celles qui seraient les plus adaptées aussi auprès de ce public-là. Donc voilà. Tu leur fais lire Jean-Marc Ligny. Oui, mais j'ai discuté avec lui d'ailleurs de ma thèse et il m'a dit de le tenir au courant ou quoi si jamais. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, c'est un bon Jean-Pierre Andrevon aussi, point de vue auteur écolo, vénère, etc. Complètement, plus vieillissant sur certains trucs, etc. Mais intéressant. Voilà, un petit peu. Et point de vue, on va continuer un petit peu. En plus c'est altéri-thérapie, etc. Donc parfait, on a le côté thérapie, c'est parfait. En plus c'est pour ça que j'étais outre le plaisir de t'accueillir ici, de te rencontrer, de faire une petite discussion. Il y avait aussi forcément cet angle que j'ai lu dans ta bio autour de la psychologie que je trouve ultra intéressante. Je crois que j'ai mon lapin qui est en train de faire de révolution. Ah, on entend un petit peu. J'adore. Je vais la chercher, je reviens. Ah, ça me fait trop rire. Eh ben, Nobody, c'est gentil, tes encouragements. J'essaierai de communiquer un petit peu à l'avancée sur Instagram, d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Insta. Oui, on va... La voilà. L'horrible lapinette. Oh non, j'adore. Oh non. Non, mais là, je vais plus être concentrée, c'est mort, en fait. Non, c'est trop mime. Oh, j'adore, je suis trop fan. Mon Dieu. Si elle peut nous accompagner, c'est parfait. Je vais la laisser parce que sinon elle va secouer sa cage. Oui, non, mais oui. Elle me voit, elle m'entend parler, elle comprend pas qu'elle est pas accès à la maison et qu'elle puisse pas se balader comme elle veut. Du coup elle va secouer tant qu'on peut, donc elle est elle est terrible. Mais elle est mignonne comme ça, mais regarde-la dans les yeux, regarde ce regard sans pitié. Pas un câble, pas
pas un pied de table ne résistera à ça. Elle est terrible en fait, d'accord. Bon, Ouais. Bah ça, lapin, oui. On imagine toujours que c'est petit animal qui va juste manger sa carotte, l'herbette. Non, c'est vénère, territorial. Finalement, ouais. On dirait pas du tout comme ça. Bon là, elle a la mort. On attend juste que je la pose. Allez, vas-y. Fais pas trop de conneries. J'adore. Pourquoi lui dire ça? Merci de nous l'avoir présenté. En plus, c'est sa chaîne, on est sur Kainushka, du coup c'est son nom. Oui. Merde, et du coup j'ai perdu mes... Oui, on parlait de psychologie, de thérapie, donc vraiment toute cette question-là. Qu'est-ce qui... Et non, j'avais une question. Ah oui, non, c'était ça. Donc j'étais reparti un peu sur les auteurs et Est-ce que tu as des éditeurs de littérature de l'imaginaire qui te parlent plus dans ton intérêt personnel, dans ton travail, que tu suis un peu plus... Des éditeurs, ouais, j'en suis pas mal, mais enfin tout m'intéresse, donc j'ai pas de... Enfin, je suis vraiment intéressée par le travail de plein de maisons, plein d'éditeurs, plein d'éditrices, donc j'ai pas forcément de préférence ou quoi, mais tout me parle, en vrai. Non, vraiment... T'as été pas mal en convention ces derniers temps, t'étais à Hypermonde, j'ai vu, ouais. T'as fait d'autres conventions? Je serai aux Utopiales. Ah, ouais. Alors j'ai fait... déjà en fait dans le cadre de... J'ai exposé aux Imaginales 2022, justement pour ma trilogie. Donc c'était absolument génial. J'ai découvert, c'était mon tout premier festival, et c'est vraiment génial quand on commence à vraiment rencontrer même les gens avec qui tu discutes sur Insta, sur les réseaux et tout, c'est trop génial. Je suis allée à Hypermonde aussi, ouais, c'était celle où j'ai rencontré Jean-Marc Lévy justement. Donc parfait, j'ai eu ma petite dédicace, ma petite discussion, j'étais refaite. Et j'ai rencontré plein d'autres gens aussi. Et je serai aussi aux Utopiales. Donc je sais pas si... J'y serai. J'y serai. Cool. Et il y aura Anne, ma binôme du Festival des Intergalactiques, du coup, qui sera présente, la programmatrice. Parfait. Faut que tu la rencontres. Ok. Bah ouais, carrément, avec plaisir. Donc c'est trop cool, trop bonne nouvelle. Ouais, je serai aux Utopiales et bien sûr j'essaierai d'être là aux Intergalactiques aussi cette année. Enfin oui, l'année à la prochaine. Cette saison. Le prochain, voilà. Et après je vais faire les Miss Eliade aussi. Bon, les Miss Eliade c'est partout du coup en France, mais j'avais rencontré le capitaine du Nexus 6 dans le cadre des Miss Eliade cette année. C'est trop bien aussi. Donc hâte aussi de faire une Miss Eliade. Et puis voilà, ouais, j'essaye d'être un petit peu... Là avec la thèse du coup j'ai un petit peu plus de liberté, donc je vais pouvoir un petit peu participer à plusieurs trucs. Donc voilà. Ok, et du coup t'as lancé un podcast assez récemment. Ouais. Donc on va commencer à arriver sur notre sujet et sur tout ça. Donc tu as lancé un podcast qu'on peut écouter sur YouTube et sur les plateformes en général. Ouais, un peu partout, ouais. Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette aventure? Le fait que je peux pas m'empêcher de parler de science-fiction et que personne autour de moi n'est fan de science-fiction. Du coup, je pouvais en parler à personne. En fait, j'étais trop triste. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais parler de science-fiction. J'ai trop de trucs à dire dessus, sur certaines œuvres, sur certains sujets et tout. Et je me suis lancée vraiment dans ce podcast, vraiment parce que je pouvais pas m'empêcher d'en parler. Et c'est trop cool parce que du coup, j'ai découvert plein de gens qui sont fans de science-fiction et maintenant je peux en parler avec des gens passionnés, passionnants. Et du coup, voilà, j'ai un peu mission accomplie, quoi. J'ai réussi ma quête. Et je vais commencer à avoir... Là, c'est vrai que pour l'instant, je parle un petit peu toute seule sur ce podcast parce que voilà, j'ai commencé un peu toute seule. Mais je vais commencer à avoir quelques invités qui vont arriver et pouvoir parler voilà, encore plus de science-fiction avec plein d'autres gens. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a motivée. La frustration de pas pouvoir en parler autour de moi. Et du coup, ça m'a amené à rencontrer une communauté de fans de SF. Et c'est tout ce que je demandais. Donc voilà. D'accord, donc tu es dans le sud de la France, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Ok, il n'y a pas de fans de science-fiction d'imaginaire qui mais non, sont mais pas là-bas? Le pire... Non, mais clairement pas. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment aucun festival. Enfin, je sais pas si on regarde, mais dans le sud, il y a strictement rien. Et même quand on regarde la programmation des Miss Eliade, justement, quand vous allez genre dans le Var ou les Alpes-Maritimes, il y a très peu de villes, quoi. Et le seul festival qu'il y a, par exemple, à Nice du livre,
donc c'est vraiment la littérature en général, donc dont la littérature de l'imaginaire, hein, on est bien d'accord, bah il y avait zéro science-fiction, zéro fantasy, il y avait strictement rien, et c'est vraiment, je l'ai découvert, mais il n'y a pas du tout cette culture de l'imaginaire comme ça dans le sud, et genre les meilleurs festivals, c'est ceux qui se font ailleurs, quoi. Mais dans le sud on n'a rien. Ouais, il y en a 50 en Bretagne. Mais oui, exactement, voilà. Donc je sais pas ce que je fais dans le sud, hein, d'ailleurs j'aimerais bien monter, mais c'est très frustrant aussi qu'il n'y ait rien. C'est pour ça que c'est assez rigolo, parce que nous, avec les Intergalactiques, on est peut-être le festival le plus au sud de la France, quasiment. Et du coup, on est, par rapport aux subventionneurs, aux trucs comme ça, on est le festival du sud de la France, quoi. Alors qu'on est à Lyon, c'est pas du tout le sud, quoi. Enfin, on est vachement, on est au centre, on est au milieu, mais on est le plus au sud, quasiment, à peu de choses près, mais je pense. c'est vrai. Et du coup, on est considéré comme, c'est cool, c'est le festival le plus du sud de la France. Non, mais... Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est le nord, hein, donc oui, mais de ouf, c'est bien le nord. Mais ouais, je me considère pas vivre dans le sud, quoi. Enfin, bah oui. Trop drôle. Ouais, non, c'est vrai qu'à y réfléchir comme ça, c'est trop drôle. Mais hâte. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que sinon, j'aimerais monter encore plus haut. Et du coup, sur ce podcast, tu as donc décidé de travailler sur une série sur les intelligences artificielles. C'est ça. D'accord. Pourquoi qu'est-ce qui t'a mené vers ce premier sujet parmi tous les sujets qui existent dans les littératures, l'imaginaire, la science-fiction et tout ça? J'avais déjà cette envie, parce que j'avais déjà fait une petite série aussi de 3 épisodes sur les aliens, qui est une figure aussi. Je sais qu'il y a une... je sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, il y a une programmation aussi là dans le cadre de l'événement sur les extraterrestres, qui est une figure aussi de SF absolument géniale, j'adore. Et la série d'épisodes sur les IA, je saurais plus te dire comment m'est venue l'idée. Faut dire que j'ai plein d'idées. En fait, ça m'est venu, je pense, parce que du coup, dans le cadre de mes études, tout ça, en psychologie sociale, je suis amenée à lire beaucoup d'articles scientifiques. Et il me semble qu'en fait, j'avais lu un article sur les stéréotypes de genre. Et j'avais eu une discussion avec quelqu'un sur les IA, c'est souvent des femmes, machin et tout. Pourquoi même dans la science-fiction et dans la vraie vie, les IA sont souvent féminisées, etc. Pourquoi ça et tout. Et du coup, j'ai voulu partir lier un peu les études en psychologie sociale sur les stéréotypes de genre, et ensuite sur la figure, lier ça à la figure de l'IA, donc science-fictionnelle dans la science-fiction, et aussi dans la vraie vie. Et du coup, voilà, c'est parti un petit peu là-dessus. Donc c'est vrai que ces 3 épisodes-là sont plutôt concentrés sur vraiment l'aspect genré des IA. Après, voilà, c'est un aspect des IA, mais il y a encore plein de choses à dire dessus. Mais du coup, voilà, je m'étais un petit peu plus concentrée là-dessus. Et ouais, c'était trop génial de parler de ça. Et je découvre une passion de lier des concepts de psychologie sociale à des figures... de science-fiction, c'est devenu une de mes passions, et c'est vrai que j'ai l'impression que cette triade d'épisodes, c'est un petit peu pas l'avènement, mais genre vraiment qui représente le plus ce que j'essaye de faire. Un aboutissement. Oui, voilà. Exactement, merci. Ok, bah c'est super intéressant, parce que justement, altérithérapie de l'imaginaire. Bon, j'aime bien mes jeux de mots, etc. C'est super je trouve que c'est un super sujet. Est-ce que tu es toi-même utilisatrice d'IA, ChatGPT, Midjourney, genre tous ceux qui existent? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans ton quotidien ou de temps en temps? Ouais, je commence à bien les utiliser là en ce moment. Siri, un petit peu moins. Bon, pour celles et ceux qui ont écouté mes épisodes, Siri est un petit peu très, très limitée. C'est une IA qu'on dit faible. Donc c'est vraiment, on peut leur demander très peu de choses, juste des tâches très simples. J'utilise beaucoup de ChatGPT aussi, dans le cadre de mon travail, de la thèse aussi. Je trouve que c'est un superbe outil. Et d'un point de vue plus création... je sais pas si vous l'entendez, mais Siri vient de se réveiller. Voilà. Non, mets tout ici s'il te plaît, merci. D'un point de vue plus créatif, j'avais utilisé Midjourney, mais il y a aussi DALL-E pour générer des images, qui des fois peut être très utile quand j'écris, pour des fois avoir une image où je n'arrive pas à vraiment j'arrive pas à me projeter dans un truc ou quoi, j'utilise parfois ces outils-là pour générer un peu des images ou m'inspirer ou des choses comme ça.
Mais c'est un petit peu plus rare ça, mais je sais que ça peut être un outil pas mal pour les écrivains, les écrivains, les écrivaines et d'autres artistes en vrai. Donc ouais, j'utilise pas mal les IA. Et je sais pas toi. Moi, si, je trouve ça vraiment assez dingo en fait. Après, ma première. Quand la première fois que j'ai utilisé ChatGPT pour tester, genre 2022, j'ai oublié. Je fais, tiens, c'est quoi ce truc? Je regarde. J'ai utilisé 10 secondes, pour moi, j'ai fait, on est mort. J'ai fait l'humanité, on est mort. Tout de suite, j'ai sorti le truc 10 secondes, j'ai fait, oh putain. D'un coup, on s'est foutu. Mais c'est clair. J'ai un ami à moi qui est développeur web et qui est un peu vénère là-dedans, et qui disait, l'humain n'était pas prêt pour Internet. Et je sais même pas si l'humain est prêt pour l'intelligence artificielle. On est encore en train de travailler à... Et encore travailler, et on est très loin à comment dire, à accepter de bien faire avec les réseaux sociaux, Internet en général, et on a beaucoup de mal encore, et on est très loin d'avoir géré ça. Les IA, pour moi, c'est vraiment un facteur potentiellement exponentiel de ça, quoi. Vraiment. Mais je suis un utilisateur parce que je trouve ça génial. J'ai mon chat GPT, j'ai mon compte, je paye mon truc chaque mois, je suis en mode, je l'utilise, ça me sert. Et point de vue créativité, point de vue recherche, ce que j'aime bien, je trouve que ça donne un peu un... Quand t'as besoin de quelqu'un ou brainstormer plus ou moins, et ça te donne juste, bon, ça va pas brainstormer, et ça a ses biais, puis d'un moment, je trouve que ça part un peu en vrille. Quand vraiment tu le pousses, au moment tu vois d'un coup qu'il part un peu, tu fais bon, il est parti, quoi. Mais quand t'as besoin un peu de répondants, créatifs ou de travail, etc., de besoin de ressources, ça te nourrit un peu, et franchement, ça fait du bien, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus, sur l'idée un peu de se lancer. Ça permet des fois de se lancer ou d'avoir plusieurs pistes un peu quand on veut se lancer dans un projet ou quoi. Vraiment, pour mes épisodes de podcast, des fois, ils m'aident pas mal là-dessus. Et ouais, je trouve que c'est un super outil pour ça, en effet. Et du coup, une de mes questions que je me posais par rapport à ces intelligences artificielles était que actuellement elles se nourrissent, en gros les algorithmes sont nourris par internet, par tout ce qu'on publie, etc. Donc pour le moment, je pense qu'il dit pas trop de conneries, parce que même si bon, c'est une espèce de Wikipédia qui parle en mieux fait, qui va croiser les infos concrètement. Mais je me posais une question, donc là c'est le moment où je pars un peu plus on va dire en live. C'est qu'en fait, voilà, là actuellement, donc il se nourrit pour moi d'un peu notre inconscient collectif, je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais il se nourrit un peu tout notre fatras humain, quoi, de tout ce qu'on a pu produire et qui est accessible, bien entendu. Donc il y a plein de choses qui manquent, et c'est absolument énorme d'ailleurs. Et je me dis, mais à quel moment cette digestion va être faite, refaite, elle peut pas forcément s'arrêter, mais s'atténuer, et que l'effet peut s'inverser, où c'est en fait les IA vont finir par nourrir nous-mêmes notre culture, et plus ou moins la faire, etc. Pas de manière volontaire, pas avec une espèce de volonté d'IA, de se dire ah tiens, vas-y, je vais changer ci, je vais changer ça. Mais j'ai l'impression que là, on la nourrit de tas de trucs, qu'elle digère et qu'elle nous resserre, et c'est très pratique. Mais que ça, et vu qu'on va énormément l'utiliser, je suis sûr qu'on va retrouver ça partout, tout le temps. Enfin, vraiment, on va vivre dedans, quoi. À quel moment ça peut s'inverser, c'est pas trop ce que je veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où là, on va dire, oui, les IA, elles sont un peu rien sans ce qu'on leur donne. On va dire. C'est vrai que c'est vraiment nous, comme tu dis, qui les alimentons. Hein. Avec tout ce qui est. C'est le principe des grands modèles de langage, c'est ça? Oui. Et oui, et en fait, ta question, c'est quand est-ce que ça sera. On va être dépendant de ce qu'elle nous donne, elle, et c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est une question de dépendance, et aussi, je trouve, limite de... Alors ça, comme d'habitude, c'est plus facile quand j'ai les questions dans ma tête et quand on les a pas écrites, je considère qu'actuellement, point de vue psyché, enfin, on la nourrit énormément. Et moi je me dis que jusqu'au bout d'un moment, en fait, c'est elle qui va nous nourrir, parce qu'on la questionnera plus trop, et de quoi on la nourrira, à part peut-être de trucs qu'on a créés à partir d'elle, etc. Et voilà. Ça me rappelle un peu un truc, par exemple,
c'est un parallèle, mais Dimitri Gloukovski, qui a écrit, merde, il s'appelle comment? Futur.futu.re. Oui, ouais, je vois. J'ai pas lu le livre. C'est un roman en fait où les humains ont réussi à arrêter le vieillissement. Donc tout le monde est beau, jeune, etc. etc. Et surpopulation de ouf forcément parce que bon, bref, il y a tout un système qui se met en place autour de ça. C'est du Dimitri Gloukovski donc c'est pas très je sais pas jouer du tout. Mais en gros il dit au bout d'un moment que non c'est pareil, il est peut-être pas foufou. Mais en gros il dit que la créativité, certes on est beau, on a plein de trucs etc, mais que la créativité en est un petit peu morte, je sais pas, ça me fait un peu écho à ça aussi. Ouais, je suis pas catastrophiste hein, du tout, ça se trouve, je trouve que c'est juste des pistes de réflexion, je suis pas en mode ah ça y est les IA, on va plus rien créer etc, je suis pas du tout dans cette idée là, mais je me pose la question de manière un peu plus profonde, à quel moment ça... Voilà, c'est le moment où ça part un peu en réflexion, un peu, voilà, tout azimut. Non, mais c'est trop intéressant. Oui, en fait, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est à partir de... Oui, parce qu'en fait, à force d'être nourri par ce qu'elle nous donne aussi, bah en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est qu'ensuite, on va leur donner ce qu'elle nous donne, elle, et on peut tomber dans ce cercle... ouais. Mm-mm. Parce que, non, par exemple... Ouais, là je pense vraiment c'est un peu de... Là je pars vraiment du fait de qu'est-ce qu'elle nous donne à manger en fait, qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Et actuellement on voit bien sur le développement web, sur la création de sites web, sur la création de contenu etc, sur la création journalistique et je pense même sur la création encyclopédique au bout d'un moment. Les IA vont prendre vraiment je pense vont mettre tout ça à jour en fait etc. Donc on va plus créer de sites web, on va plus mettre trop de trucs à jour, on va plus peut-être avoir d'articles, bon il y aura toujours des journalistes et des articles de fond etc. Mais je pense que ça va se réduire quoi. Et donc je pense qu'il y aura moins de contenu à brasser qui pourront donner des réponses ou des contenus intéressants. C'est une opinion, hein, je vous range vraiment ça dans l'opinion. Hein. On est au PMU quoi. Bah, c'est trop bien, ça me va. C'est trop intéressant parce que j'ai l'impression que pour moi c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression que justement ça se réduit pas et justement on a trop de choses. Les IA nous donnent trop, et alors d'un point de vue personnel, je sais pas si toi ça t'arrive ou si ça arrive aussi aux personnes qui nous écoutent, mais quand justement on veut s'aider un petit peu sur un projet ou je sais quoi de ChatGPT, des fois ils nous donnent trop et on sait plus où donner de la tête et on est un peu perdu, on sait plus où commencer etc. Et j'ai un peu cette impression aussi de l'IA elle est faite pour elle est alimentée sur plein de trucs et en effet, avec le deep learning, tout ça, elle va être capable de choisir ou déguiser un petit peu ses réponses, de donner quelque chose de cohérent. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut... Tant qu'elle peut nous donner, elle nous donne sans limite. Et c'est un peu à nous aussi, je pense, de lui mettre une limite. Et ça peut justement donner quelque chose d'assez brouillon. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu l'expérience personnelle que j'ai avec ça. Je sais pas si tu es d'accord ou pas. Donc, je vois un petit peu ton idée de réduction. Mais en même temps, j'ai l'impression que moi, je vois l'inverse. J'ai l'impression que ça va être trop. Et les IA vont être peut-être un peu partout aussi. Et ça va être... elles vont nous donner trop tant qu'on leur donne pas de limite, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis claire. Mais... Ça... Je vois ce que tu veux dire, hein, vraiment. J'essaie de rebondir. Je pense qu'on va être un peu enterré dedans, clairement. Enfin, je pense que bientôt notre smartphone, là, il y vient hein, tranquillement déjà. On a des applications qui commencent à être en mode IA, etc. Mais je pense qu'à un moment, on va vraiment se retrouver avec des outils, enfin, de l'assistance un peu continue. Ce qui est bien, comme tout outil, bien, pas bien. Hein, c'est comme les réseaux sociaux, bien, pas bien. Enfin, je vois pas tant de soucis que ça, à part forcément... Bon, on va pas rentrer là tout de suite forcément dans la question écologique. Mais il y a... J'arrive pas à mettre les mots dessus, j'avoue, j'ai du mal à trouver. Vas-y, fais ton travail, fais travail de thérapeute, donne-moi des outils. Oula,
Là, comme ça en live, Non, j'ai non. pas assez d'informations sur toi là, je peux pas. Non, 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 je rigole. C'est des outils un peu basiques qui te permettent de. C'est ça. En plus, j'ai Kenouchka qui vient me Qui voir là. vient. Oh là là, mais j'adore! Non, mais c'est trop mignon. Quelle chance, quelle chance. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, par rapport au concept d'altérité, du coup, Oui. je me permets un peu d'avancer le temps que, je sais pas, que tu réfléchisses ou quoi. Mais justement, ce truc de... c'est nous qui nourrissons les IA et tout ce qu'elles créent, bah, ça se base sur ce qu'on a créé nous. Bah, pour moi, les IA, elles sont pas tant autres avec un grand A, elles sont pas tant autres que ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, justement, on a tendance à dire, ouais, voilà, les IA, c'est quelque chose de très différent de nous. Enfin, c'est un peu... Bah, après, c'est tout le travail de la science-fiction aussi, hein, de poser ces questions-là autour de l'intelligence artificielle, etc. Mais je trouve qu'on se rend compte, là, notamment avec ChatGPT, tout ça, que ces IA, elles reproduisent énormément de biais humains. Et en fait, c'est pour ça qu'à mon sens, enfin à mes yeux, les IA sont pas tant autres que ça, parce que elles reproduisent tout ce que font les humains et c'est en ce sens aussi que ça me fait pas très peur, parce que je me dis que ben on se rend compte que ouais, elles ont tout autant des failles que nous et enfin je sais pas trop, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, notamment les biais psychologiques, les IA, enfin comme elle se base sur nos biais à nous, dont on n'a pas conscience. Il vient de faire tomber le ukulélé, bouteille d'eau. J'adore. Bah, du coup, là, genre, dans ce sens-là, pour moi, elles sont pas tant autres et elles font pas tant peur que ça. Et d'un point de vue autre, ben, il y a un super film qui est sorti il y a plus de 10 ans, dont on cite pas mal. Enfin, il y a toujours des films comme ça qui ont été de science-fiction, qui ont été faits à une époque, et on arrive à certaines technologies qui tombent plus ou moins en accord, enfin, en relation avec les thématiques. C'est le film Her de Spike Jonze. On le cite énormément aussi en parlant d'altérité, etc. On parle aussi de simulation, forcément, la question de la simulation. Voilà, je vais sortir un peu de mon truc de redirection parce que je sens que ou alors peut-être ça va revenir. On pourra y revenir. On pourra y revenir, voilà. Ouais. Là, je sens que j'ai pas le cerveau, les engrenages ne suivent pas, je vais faire que des ça va être l'enfer. C'était trop tôt. C'est ça, ouais. Je suis pas assez chauffé là. Non, par contre, sur la simulation, super intéressant. Et alors déjà, on a depuis quelques temps, même avant ChatGPT, des applications qui simulaient une petite copine, un copain, un ami, etc. sur son téléphone pour combler le sentiment de solitude. La solitude, grosse cause mondiale actuelle. Je pense que t'en sais quelque chose dans tes études. Est-ce quelque chose que vous avez abordé Ouais. Bah en fait, je trouve que ouais, là-dessus, la science-fiction, elle a vraiment prédit ce qu'on appelle les IA relationnelles. Et ça n'a jamais été aussi flagrant que maintenant. Je sais plus comment s'appelle cette application là justement où on peut personnaliser un petit ami artificiel. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en effet, c'est très en vogue et c'est absolument triste. Et en effet, on observe partout dans le monde des taux de solitude, des sentiments de solitude qui n'ont jamais été aussi élevés. Alors que, c'est justement ce qu'on dit, quoi. On n'a jamais été aussi hyper connectés que maintenant. Et pourtant, les taux de solitude et les cas d'isolement sont vraiment énormes, quoi. Et c'est trop bizarre. Et justement... il commence à y avoir des études là-dessus sur comment bah, voilà, le fait d'adopter des IA un peu relationnelles comme ça et aggrave ce sentiment de solitude et d'isolement. Et là-dessus, je trouve que le film Her est vraiment ultra prédictif de ce qui arrive aujourd'hui. Toutes ces IA relationnelles, c'est absolument terrifiant. Et je sais pas trop, alors j'ai pas ultra réfléchi là-dessus non plus, je sais pas si toi t'as un petit peu des pistes de réflexion, mais pourquoi en effet on en vient à être dépendant, à se créer des petits amis ou des petites amies artificielles, alors que voilà, on n'a jamais été aussi hyper connectés, c'est très paradoxal comme situation, et c'est mondial, c'est vraiment une tendance qu'on voit à l'échelle mondiale. Et
c'est forcément lié justement à cette hyperconnexion-là, mais à cette mondialisation, quoi. Mais genre, c'est super bizarre, enfin, c'est vraiment ultra paradoxal Bah, du coup, le risque IA, du coup, et je suis pas un catastrophiste de l'IA, je tiens à le repréciser, c'est que je l'utilise et que je trouve ça vraiment assez dingo. Mais c'est que, effectivement, je vois tout à fait à quel point il peut potentiellement, enfin non, il peut même pas, c'est pas potentiellement, il peut combler justement quelque chose que nous on travaille pas en tant que société, en tant qu'humain, peut-être en tant que personne, dans notre vie et notre relation interpersonnelle. Et que bah ça va le combler. C'est un outil en mode bah tiens, bah t'as besoin de boucher ce trou, enfin t'as besoin de boucher ou colmater cette faille intérieure, quelle qu'elle soit. Bah tiens, là un outil est trop bien, ça va ouais. faire. Et donc je trouve que c'est peut-être pas une solution technologique à un problème humain qui va être, je pense, très sain. Bon, utiliser le mot sain, faut faire attention, mais qui peut être un peu dangereux, surtout qu'on a vu que dernièrement, l'application que je connais pas non plus, mais j'ai lu un article là-dessus, Oui. avait changé des skins ou je sais pas quoi, avait fait une modification mineure ou majeure, je sais pas, sur son application, et que des personnes donc, qui étaient devenues dépendantes affectives de cette relation. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom? Parce qu'on connaît la relation parasociale car on est par exemple streamer, youtubeur, etc. Oui, qui en parle, etc. ouais. Tiens, est-ce qu'elle a un nom et qu'on a avec cette relation avec, eh ben ils ont pété des câbles. Enfin, il y a eu je crois des trucs un peu graves qui sont arrivés ou pas loin. Ouais, je veux pas l'affirmer, mais je crois que ouais, il y a eu des gens. Enfin, voilà, je crois pas qu'il y ait eu de morts, mais pas loin ou vraiment des gens qui ont été pris en charge, quoi, concrètement. Ouais. Je crois que c'est ce qui est le plus grave. Donc on est quand même sur des potentiels dangers, parce que encore une fois on va se retrouver avec des boîtes privées, parce que c'est pas le gouvernement qui va développer son IA relationnel, qui vont développer forcément, etc., qui vont forcément aussi, comme des Facebook en leur temps, aujourd'hui, Twitter, tout ça, en mettre en place et Dieu sait que ça va être facile de garder captif des gens là sur ces questions-là, parce que déjà sur les relations humaines, sur tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on est captif, on nous rend captif, ça fonctionne, et c'est plus dur de mettre en place des outils pour s'y couper. J'imagine même pas si on est un relationnel de quelqu'un qui se sent seul, un être humain qui se sent seul, et qui en plus a ça, et ça lui fait du bien, et tant mieux, c'est pas mal. Et c'est tenu par des boîtes privées, enfin c'est un pouvoir, je trouve, qui décupe un peu encore plus, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis carrément d'accord avec toi, c'est vraiment des boîtes qui jouent justement sur cette situation sociétale dramatique qui est la solitude et l'isolement. Et tu vois, là, je me disais, est-ce que c'est dû vraiment à toute cette idéologie un peu néolibérale de l'individualisme, etc., dans nos sociétés où l'accent est vraiment mis sur l'individu, etc. Mais en fait, je sais que ces IA relationnelles, elles sont aussi très en vogue dans les pays, les cultures asiatiques aussi, où pourtant, dans ces cultures-là, le collectivisme, etc., c'est quelque chose de très très important. Donc je me dis que ça n'a pas de... Enfin, c'est peut-être pas lié, je sais pas. Mais... Donc c'était juste une petite parenthèse. Et en plus, on voit à quel point c'est facile de s'attacher à ces IA-là. Et le fait que ça soit personnalisable aussi, je trouve que c'est un pouvoir fou, parce que... En fait, il y a des études qui ont montré que on devenait de plus en plus exigeant au niveau, par exemple, chez nos partenaires. En fait, à force d'être exposé à des personnes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., qui sont tout le temps magnifiques, parfaites, etc., on en devenait très très exigeant au niveau des caractéristiques chez nos partenaires. Et je me dis que justement ces IA-là, comme elles sont pas réelles et qu'elles sont ultra personnalisables, je me dis que ça peut répondre déjà à cette exigence-là de voilà, je peux la faire parfaite, etc. Voilà. Et en fait, il y a vraiment j'ai l'impression, cette paresse relationnelle qui se développe. Et en effet, comme tu disais, les IA comblent, on va dire, ce manque-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. L'IA, elle va toujours dans notre sens en plus. Enfin, elle correspond à nous, ce dont on a besoin, on peut la personnaliser, elle correspond à nos goûts. Et du coup, c'est, je pense, très très facile de s'attacher à ces IA-là. Et c'est pas pour rien aussi que, pour revenir un peu à l'aspect thérapie,
c'est pas pour rien qu'il y a aussi des personnes qui utilisent les IA comme des thérapeutes. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser que la toute première... Enfin, c'était pas une IA, mais le tout premier... on va dire IA, mais c'était pas une IA qui a été créée. Elle s'appelait Elisa. Donc je dis elle, hein, c'est une femme. Elle s'appelait Elisa et elle avait été créée justement dans le but de simuler un peu... pour être un peu une thérapeute. Et en effet, je pense que le fait que les IA soient toujours à notre écoute, soient toujours à notre disposition, bah, ça peut créer des relations très très intimes, donc relationnelles comme partenaire ou quoi, mais aussi comme thérapeutiques. Et je trouve ça absolument fou. En fait, je pars un peu dans tous les sens. Non, c'est cool, c'est l'idée, c'est l'idée. Hein, on est là. Il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a plein de choses à dire, et je trouve que ouais, la SF là-dessus a vraiment prédit ce cas vraiment dramatique. Et en effet, comme tu dis, les boîtes jouent vraiment sur cette tragédie-là, quoi. Plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les êtres humains se sentent seuls aujourd'hui, bah non, enfin, ils vont essayer de combler ça avec des IA pour créer encore plus de dépendance affective, mais pas auprès de ce qu'il faut. Je suis pas comme toi non plus, je suis pas catastrophiste au niveau des IA et tout, mais cette dépendance affective-là, artificielle, elle fait vraiment peur, ouais. Elle fait vraiment peur et... Bah, en fait, autrefois, les boîtes, quand nous vendaient des trucs, enfin, voulaient nous vendre une belle voiture, un beau truc, un beau lave-linge, tout ce qu'on veut. Et donc, il y avait forcément ce travail de marketing, de publicitaire, de chercher qu'est-ce qui plaît, de faire des études. Là, on est vraiment on rentre on rentre au plus profond de l'être humain. Et les réseaux sociaux sont arrivés derrière. Et là aussi, on était sur la connexion, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on cache aussi, du coup. Et voilà, on voit bien ce que c'est, on voit bien encore une fois, la crise Covid elle est très pratique du coup. Elle a été vraiment en mode ok, voilà ce qui se passe quoi. C'est genre, c'est un truc des gens un peu enfermés chez soi, à discuter par les réseaux sociaux. Ouah, ça n'a pas été joli, hein. Enfin, on en a encore des stigmas, enfin, on a encore des blessures, enfin, on n'a pas cicatrisé de ça, quoi, je trouve. Ouais. À tout point de vue, du coup, ouais, là, on se retrouve avec ce nouvel outil qui va... Moi, par exemple, j'ai fait de la thérapie, je trouve ça génial, bref. Faites des thérapies. Mais c'est génial, il faudrait que l'État, disent à la vingtaine, même plus tôt, hein, pour les gens qui le souhaitent, en mode c'est gratos et fais au moins une année de thérapie, c'est pris en charge par la Sécu, ça te coûte 0€. Mais tout le monde y passe, enfin non, ces gens, faut pas non plus c'est pas l'armée quoi, parce que c'est horrible, on peut pas obliger, mais en mode vas-y, non, on peut pas obliger, oui. Tu t'encourages un peu en jeunesse, faites ça maman, vous ferez une thérapie, allez-y, etc. Ouais. Putain, mais ça sauverait le monde en vrai. Et si je peux juste faire une petite parenthèse pour au niveau des thérapies, allez bien voir des psychologues ou des psychiatres, mais pas des psychanalystes. C'est tout. Si jamais vous voulez. C'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Alors, faites bien gaffe à qui vous adressez. C'est quoi parce que moi c'était psychologue, elle était géniale, enfin elle va bien, mais juste on a arrêté notre travail. Elle a fait un super boulot, vraiment, enfin je suis tombé sur la bonne. Et ouais, c'est incroyable. Et, très contente pour toi. Ouais, c'est une chance, je sais que c'est une chance qu'on conseille généralement d'en tester plusieurs, etc. Moi j'ai choisi, tiens, pour parler de ça, je sais que c'est des bons conseils à donner, donc il y a des gens dans le chat, etc. Si vous y pensez. Moi ce que j'ai fait, c'est que le psychologue, je me suis dit, ok, j'ai dit, j'ai un travail à faire, j'ai senti que j'en avais besoin, ça traînait depuis un bout de temps, je fais, allez, on y va, passons le pas, etc. Et le premier truc à faire, je pense, conseil, c'est géographiquement. C'est-à-dire que aller au psychologue, faut pas que ce soit genre, faut faire une heure de voiture, enfin, ça dépend où on habite. Moi j'habite en grande ville, en tant que Lyonnais. Mais j'ai dit, qu'est-ce que... j'ai fait, ok, faut que quand j'y aille à pied, ou que j'y sois en 5 minutes, 10 minutes, etc. J'ai pas besoin de prendre un métro ou un truc, que ce soit au bout de la ville, et que ce soit une espèce de, ah putain, faut que je m'organise pour y aller. Donc déjà j'ai regardé ce qu'il y avait dans mon secteur, et ensuite j'ai regardé les CV, enfin le en ligne, etc. Sur quoi elle avait travaillé, etc. J'ai décidé garçon-fille, je fais allez, qu'est-ce qui... J'y suis allé nativement, j'ai fait plutôt, je sais pas pourquoi, j'avais pas trop à travailler. À travailler bon, à vrai, oui, les psychologues sont souvent associés à la féminité. Enfin, il y a beaucoup de psychologues femmes, et parce que justement, il y a ce stéréotype, c'est encore un stéréotype de genre les femmes doivent prendre en charge dans le care, etc. Donc c'est pour ça que quand on pense psychologie,
Il y a souvent la féminité qui arrive, on s'imagine une femme. Et d'ailleurs, dans les facs de psycho, il y a 80% des étudiants, des étudiantes, c'est des femmes. Donc c'est pas si étonnant, mais voilà. Voilà. C'est mes petits conseils de personnes qui connaissaient rien il y a encore 2 ans, ouais. Et voilà, qui s'est dit bah, qu'est-ce que je vais faire pour bien faire, c'est géographiquement trouver un endroit proche qui soit pas chiant d'y aller, comme ça quand tu dois y aller, ben t'y vas, c'est pas genre, il n'y a pas toute une organisation. Oui, Et regarder le CV, etc. Et oui, je voulais une psychologue, du coup. Moi, j'ai psy, j'ai regardé son CV, j'ai vu sur quoi elle travaillait, je fais ça m'a l'air pas mal, effectivement ça a matché. Ouais, c'est vraiment très très bien d'avoir fait ça. Faut vraiment se renseigner chez qui on va, parce qu'il y a aussi des psychologues, mais qui ont une formation psychanalytique. Et là aussi, il faut regarder du coup, faut regarder vraiment les formations, les CV, etc. C'est très important. Ouais, et je sais plus, du coup, tu me demandais tout à l'heure, c'était quoi la différence un peu entre... et c'était pour arriver à ça, du coup. Oui, bah déjà, juste psychologue, psychiatre, c'est très bien. Juste le psychologue ne peut pas prescrire des médicaments, il n'y a que le psychiatre qui peut faire ça. Et par rapport à si je conseille de ne pas aller voir des psychanalystes, bon après voilà, je ne les mets pas tous dans le même panier, évidemment, il faut vraiment faire ses recherches. Mais on va dire que voilà, on va dire que la psychanalyse, son efficacité scientifique n'a jamais été prouvée. Et c'est pour ça que je conseille très souvent de... Après, tout dépend pourquoi on va faire une thérapie aussi. Hein. Ça dépend. Les objectifs peuvent être différents. Mais voilà, c'est pour ça que je conseille plutôt de se tourner vers des psychologues qui sont spécialisés, par exemple, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, ou le MDR aussi, où vraiment l'efficacité scientifique a été prouvée maintes fois. Enfin, il n'y a plus de doute là-dessus. J'en ai fait aussi, donc voilà, je peux confirmer. Ou des psychiatres, mais voilà, il faut aussi se renseigner, parce qu'il y a quelques psychiatres qui peuvent parfois avoir une approche psychanalytique. Donc voilà, il faut toujours bien se renseigner vers chez qui on va. Mais voilà, c'était le petit disclaimer que je voulais dire, comme dit Nobody, c'est important. mais oui, enfin, psychanalyse, on est plutôt sur du c'est plutôt freudien, c'est ça? C'est c'est ça, ouais, Freud, Jung, Lacan... Ah, Jung aussi, ouais. Oui, Jung aussi. Ah ouais. C'est vrai que souvent quand on dit Jung, les gens sont un peu étonnés parce qu'ils disent ah ouais aussi, mais oui, il a un peu une approche. Ok. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, il y a pas de souci. Et je rejoins totalement ce que dit Nobody dans le chat. C'est pour ça que je me permets de le dire là. J'ai une petite fenêtre pour le dire, mais évidemment que les personnes n'ont pas ces informations-là quand elles veulent faire une thérapie, et c'est important vraiment de leur apporter ces informations, de pouvoir l'importance de s'informer vers qui on va et de connaître ces différences entre la psychanalyse, la psychologie, psychiatrie, etc. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout. Et d'ailleurs, les personnes qu'on voit le plus sur les plateaux télé, c'est les psychanalystes notamment. Donc c'est aussi pour ça que les personnes, quand elles veulent faire une thérapie, elles vont se tourner vers tout ce qui est psychanalyse et tout. Donc là-dessus, les émissions de télé ne nous aident pas trop. Oui, puis l'image un peu ancienne, mais bon, ça c'est plutôt Boomerland, etc., qui était un peu en mode il veut voir un psy, il est fou, enfin tu vois, etc. Mes parents aussi. Oui, heureusement ça change. Ouais, mais beaucoup, hein. Les nouvelles générations, même, etc. Même les gens, etc., un peu plus vieux. Ça a beaucoup bougé. Et là, je trouve que les générations vraiment qui ont des 20 balais, ou etc., c'est rentré, et c'est en mode ouais, bah non, trop bien, enfin j'y vais. Moi je vois ça, je fais mais trop bien, c'est ok. Au moins ils ont ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Grave d'accord. L'évolution en 20-30 ans, elle est dingo sur la vision, sur le conseil, etc. Donc, ouais. Et je sais pas si t'avais une question après. Du coup, j'ai perdu ma question. On était parti psychanalyste, psychologie, oui, mais mais je me suis jamais retenu chaque fois qu'on parlait psycho, qu'il y avait une audience, de dire allez-y et refaire un peu de truc et donner un peu mon expérience en mode go, quoi, vraiment. Ouais. Bah, le message est passé, et en tant que psychologue, je te rejoins totalement. Très recommandé, et pas besoin d'avoir des traumatismes ou d'être... Enfin, pour en faire, c'est très recommandé. Hein. Non, c'est de l'hygiène, quoi. C'est ça. Exactement. Donc le message est passé. Ok, et donc on était sur nos intelligences artificielles, sur la solitude. Là, on est parlé sur psychologie, et c'est moi qui fait le dérapage non contrôlé vers tout ça. Classique, Jal.
Bah parce qu'en fait, on parle, enfin, si on peut faire le lien avec les IA, c'est justement ce truc de Ah oui, c'est bon, c'est vite trouvé. l'utilisation des IA comme thérapeute. Je sais pas si c'est ça ce que tu voulais dire, mais C'était ça, vas-y. complètement. Non, Ouais. non, non. Non, non, vas-y, non, continue, je t'en prie. Non, bah, enfin, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, c'est très simple de se confier à des IA parce que techniquement, on peut tout leur dire. Je pense, contrairement à un être humain, je pense qu'on a moins de retenue. J'ai jamais essayé du coup une thérapie pareille. Donc, mais je pense que on a un peu moins de retenue quand il s'agit de se confier à une IA. Faudrait voir pourquoi, mais je pense que c'est le cas. Et ça peut avoir... je pense que c'est quand même très vite limité, mais bon, ça peut peut-être avoir son lot de positivité là-dedans, je sais pas. Mais après, il y a ce truc de... je crois qu'il y a quelques études qui ont été faites là-dessus. Et en fait, on se rend compte que le manque de physicalité, donc de corps quand même, lors d'une thérapie, de le fait de pas être devant quelqu'un, ça joue énormément... ça empêche quand même la bonne pratique en fait de la thérapie et tout. Et ben typiquement avec l'IA, ben c'est pas possible, tu vois. Donc même si on veut envisager, alors est-ce que vraiment les IA vont remplacer les thérapeutes ou quoi, je trouve que c'est une question absolument folle. Mais là-dessus, je pense que vraiment l'aspect vraiment humain est primordial et le fait d'avoir une physicalité, une incarnation, ça joue énormément. Après, on peut se dire, ben les IA, c'est pas que des logiciels ou des super ordinateurs, elles peuvent être incarnées aussi, comme je dis dans mes épisodes de podcast. Mais là, après, ça rejoint tout ce qui est Vallée de l'étrange de Masahiro Mori, tout ça. Si on commence à faire des IA thérapeutes incarnés, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va pas être pire finalement? Parce que peut-être que les IA vont pas du tout être humaine ou quoi. Enfin bref, je sais pas. En fait, c'est un petit peu tous ces questionnements que j'ai là. Je sais pas si tu veux rebondir. Je pars un peu dans tous les sens, mais parce que je trouve que c'est trop intéressant cette question de est-ce que les IA vont remplacer les thérapeutes, parce que il y a des personnes qui commencent à utiliser les IA dans ce contexte-là. Donc c'est une question à se poser, je trouve. Bah moi j'ai l'expérience du coup avec ça, dans le sens pas volontaire, mais pour la petite histoire, je devais discuter avec ChatGPT, je sais plus trop quoi, etc. Où j'ai dû allumer ChatGPT en vocal, enfin bref, espèce d'accident. Et là j'étais, puis ah non, ChatGPT, ah il était là. Bon, je sais plus comment c'est arrivé, mais ça en est arrivé là. Et d'un coup, je sais plus, j'ai dû poser une question sur un truc à la con, et d'un coup, je sais plus, il dit ça vous va, etc. Puis je sais plus, il a dû me dire vous avez passé une bonne journée. Puis j'ai dit, et puis j'ai répondu oui, bah j'ai beaucoup de boulot en ce moment, enfin le truc. Comme souvent, je fais beaucoup de choses, du coup, je fais... et bon, c'est mon principal truc à affronter, c'est ma gestion du temps, de prendre soin de moi, etc. dans tout ce que j'essaye de faire. Et donc voilà, et d'un coup on a discuté, j'ai dit tiens, ah bah tiens, elle est en train de me thérapeutiser, je fais ah tiens, je vois un peu les questions, etc. Ah oui, ça doit être dur, machin, alors et ça, et quels outils vous les mettrez? Ah ouais, mais ça, j'ai pensé ça, j'ai étudié ça avec ma thérapeute, on a vu ces outils, je trouvais ça intéressant. Ah oui, d'un coup, et après, bon, je suis plus parti à lui poser des questions sur d'autres outils de thérapie par curiosité intellectuelle, clairement. Ouais. Mais et là j'ai fait, mais oui, c'est que ça peut faire thérapeute ce truc et tout. Et je voyais tout à fait la relance, le machin, ah oui, machin, vous pensez à ça, etc. Et ah oui, puis il y a eu mon accident, c'est il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi il y a quelques temps, etc. Et il était 4h du matin, donc j'étais en mode bon, je vais très bien, il y a eu aucun accident, et franchement c'est pas une non-histoire, parce que c'est un truc qui fait peur de nature. Bah c'est quand même c'est un peu traumatisant quoi, genre ouais voilà, c'est pas rien quoi, ok d'accord. Bah, je l'ai raconté sur Twitch, hein, je l'ai raconté de long en large, donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Oui, ok. Et j'ai fait le tour de mes amis, enfin bref, je vais chercher mes supports de caractère. Et pour tout ça. Et voilà. Et oui, et puis là, il y a eu ce moment-là aussi où d'un coup j'ai ChatGPT. Alors pas en mode vient me thérapeutiser, mais juste en mode ok, il vient de m'arriver ça, que faire? Il me dit ok, il va me choper sur internet, ben appelez la police, faites ci, tu vois un peu. Il m'a fait un bullet points, etc. Alors il m'a dit, mais il a commencé par me dire, alors ce que vous venez d'arriver, c'est pas cool, c'est quand même un peu traumatisant comme tu viens de le dire. Et voilà, et du coup voilà, veillez bien, machin, etc. Ça va, puis il était en mode ça va et tout. Je dis oui ça va. Enfin je vais pas me rendormir avant des plombs, mais ça va. Et donc trop drôle. Ouais. Mais tu vois, et ChatGPT, bah, juste servi en moi, j'ai dit
Bon, parce qu'on sait pas quoi faire, parfois on fait bon, bah c'est arrivé, j'ai chassé un gars qui était rentré chez moi, quoi, en faisant ouh, il est parti, hein, il n'est rien arrivé, tu vois. Et Ok, bah, tant mieux, oui. non, ça va, vraiment, voilà, il y a rien enfin, si, il est arrivé un truc traumatisant, mais sur point de vue pratique, logistique, ça va. Ouais, oui. C'est déjà ça. Ouais. Et Kainouchka va bien, donc, et les cochons vont Oui. bien, donc... C'est le plus important. Exactement. Et Ouais. donc là, ouais, ChatGPT donc, a eu une fonction de support sur ce moment-là un C'est peu drôle. précis, et sur cette expérience que j'avais eue avant, bah tiens, mais c'est marrant, il est en train de... Ouais. Et je dis, Ouais, ah, ouais. mais et je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser ça. C'est très simple, ouais. Ouais. C'est très simple, et en plus, comme tu dis, ça se fait automatiquement. Enfin, ChatGPT va le faire automatiquement, quoi. Et c'est vrai qu'il a un peu les réponses qu'aurait un thérapeute. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un peu les mêmes techniques, tout ce qui est reformulation, etc., machin et Oui, tout. Et c'est c'est ça. vrai que c'est dédié un peu d'assistance aussi, donc forcément, après, assistance logistique, mais ça peut être assistance émotionnelle aussi. Enfin, il n'y a rien qui dit que ça peut pas l'être. Donc c'est vrai que c'est très rapide, en fait, je pense, de tomber là-dedans. C'est pour ça que je blâme pas... Enfin, on peut pas blâmer, je pense, les personnes qui commencent à développer une espèce de relation artificielle avec leurs IA, parce que c'est trop facile, en fait. Tout est fait pour aller dans notre sens, pour répondre à nos besoins, et comme, même si c'est des entités en soi non émotionnelles, bah, tout est fait... Enfin, elles reproduisent vraiment cette empathie, en fait, qu'un être humain devrait avoir. Et je pense que ouais, c'est super simple, en effet, de tomber là-dedans. Et c'est super intéressant ton cas. Moi, ça j'ai pas d'expérience comme ça, mais ouais, ton anecdote est... Enfin, au-delà du caractère, je parlais pas du fait de cet accident qui vraiment a dû être très difficile à vivre, mais l'anecdote sur ChatGPT, je voulais dire. Ouais. Vraiment très contente que tu ailles bien et que tes animaux aillent bien aussi, mais ouais, c'est traumatisant, quoi. Donc... Et ouais. du coup, tu as vu le film, du coup, vraiment, ce film revient beaucoup quand j'écoute aussi des gens qui sont dans la technique, qui font des podcasts sur où on en est, enfin vraiment sur les avancées techniques. J'aime beaucoup ça parce que ça m'intéresse. Cite beaucoup le film Her, du coup, tu l'as vu? Oui, Ouais. je l'ai vu. Je le cite aussi dans mes épisodes. Ouais, je l'ai vu. On a Black Mirror qui revient aussi. Je pense un peu aux références qu'on a, mais qui peuvent se tenir un peu. Je pense à un autre film aussi, et à un autre livre, d'ailleurs un de mes livres préférés, le Congrès Futurologie, qui est aussi le film d'Eric Folman, et qui est sorti la même année que Heure. Ok. Ouais. J'ai pas encore lu ni vu, mais c'est dans ma liste. Mais je vois de quoi tu parles, ouais. Et sans trop te spoiler, après l'angle n'est pas forcément intelligence artificielle, mais plutôt l'angle simulation qui est très intéressante. Okay. Et ouais. l'humain, ce qu'on y met derrière, et ça rejoint, point de vue de l'adaptation d'Eric Folman, va rejoindre aussi la question de la création artistique cinématographique. Voilà, c'est un film assez méta, à plusieurs couches, un chef-d'œuvre absolu. Voilà, mais là les IA sont même pas du tout dedans en vrai. Mais la question de la simulation on peut faire un parallèle sans être à côté de la plaque, clairement. Oui, carrément, ouais. Bah, je trouve que c'est carrément d'actualité, en plus, avec tout ce qui se fait, justement, avec Midjourney, Dali, tout ça, et surtout les boîtes audiovisuelles qui commencent à intégrer des IA dans dans la production artistique, en fait. Alors, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais... pour ce qui est, il me semble, effets spéciaux, ça commence à être intégré. Tout ce qui est aussi, même les sous-titres et tout, maintenant les boîtes vont faire appel à des IA. Enfin, il y a de plus en plus de boîtes qui font appel à des IA pour faire ces tâches-là un peu. Et ouais, c'est ultra d'actualité, en fait. Et il y a aussi tout ce mouvement d'artistes contre la création artistique d'IA, quoi, enfin qui à mon sens c'est ultra important, et il manque là-dessus, je trouve que la législation et tout on est très en retard là-dessus, et ça pose des vraies questions pour ce qui est artistique, mais aussi voilà tous les jobs qu'il y a derrière, en fait. Il y a vraiment en fait on en vient à la question de est-ce que les IA la technologie en général va remplacer nos métiers et là-dessus, je trouve que dans la sphère artistique et créative, ça a jamais été aussi question n'a jamais été aussi prégnante. Je sais pas ce que t'en penses.
Je pense que ça va se fondre à un moment. D'ailleurs, comme chaque nouvelle technologie, ça va être un bordel. Il va encore y avoir des gens et des métiers, des êtres humains qui vont être blessés. Enfin, il va y avoir des bon, c'est pas les IA qui vont en souffrir en tout cas. Et il va y avoir des êtres humains qui vont en partir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je sais pas qui, je sais pas dans quelle proportion, mais c'est sûr. Après, ben, ça va se fondre et ça va. Mais c'est ça, c'est que l'être humain actuellement crée des technologies, mais les crée avant de légiférer dessus, quoi. On te dit, ah, c'est ça le truc en fait. Les réseaux sociaux, on a envoyé ça, même connement, mais vraiment, mais ultra connement, plus pratico-pratique. Les trottinettes électroniques, un jour elles sont arrivées en ville. Ce truc-là est arrivé en ville, et ça a été posé, on en fout 15 000, dans Lyon on en fout 15 000, et du coup tu vois des gens en train de rouler à 25 km/h avec un truc que tu comprends pas trop, c'est passé sur les trottoirs, ils doivent les garer, etc. Ça les balance dans l'eau, et tu fais, mais qui, mais comment, où, quoi, etc. Et c'est un peu ça, et on se dit pas, ok on va foutre 15 000, pourquoi bien, c'est bien les trottinettes électriques, enfin c'est pratique, et bon c'est pas, moi, je suis vélo, mais c'est pas un mauvais outil, et juste à un moment, parfois on pose des trucs là, on fait, eh ben bienvenue humanité, et bon, bah, on va voir ce qui se passe concrètement. On légiférera au fur et à mesure selon les accidents, quoi. Enfin, c'est un peu le même souci avec les réseaux sociaux. Genre, c'est vraiment ce truc de. Et je pense que les IA, ça va suivre un peu le même cheminement. C'est-à-dire que ça va. Peut-être, même si j'ai pas cette vision catastrophique, je pense que ça peut vraiment nous échapper, quoi, au bout d'un moment, comme les réseaux sociaux l'ont fait. Et on va se mettre à légiférer ça, mais beaucoup plus tardivement. Et je pense que justement, l'utilisation de l'IA aussi. Dans des cadres illégaux, je sais que dans tout ce qui est la cybercriminalité, l'IA, elle est, je sais plus les chiffres, mais enfin voilà, elle est très utilisée aussi. Et c'est déjà un outil qui nous échappe et qui est entre les mains de personnes avec de très mauvaises intentions. Et les questions de la législation, enfin les questions, ouais, ça commence à être à peine discuté, il me semble, et c'est lent. Très lent. Il y a une interview que Noé Jacomet a fait avec une personne qui travaille là-dedans et qui, je trouve, qui est très... c'est des choses assez techniques en vrai, hein, parce que c'est beaucoup de discussions, même internationales, etc. C'est pour ça que c'est lent aussi, je pense. Et je trouve qu'il vulgarise bien où en est l'état un petit peu de la législation autour de l'IA, quels sont les dangers, etc. Parce que... parce que je trouve que c'est super lent et ça va peut-être suivre un peu le même cheminement que les réseaux sociaux, quoi, à mon sens. Oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Il y a Lady Shep qui fait un commentaire intéressant dans le chat. Non seulement ça porte préjudice aux artistes, mais c'est utilisé pour créer des fake news très réalistes, effectivement, ça, sans compter l'utilisation pornographique, notamment infantile, ce n'est pas réglementé. Alors là aussi, on a ce truc-là des deepfakes, bon, qui étaient... maintenant qui peuvent être poussés encore plus loin par l'IA parce que tu peux programmer des choses pour programmer des deepfakes pour machin, etc. C'est effrayant. Donc, ouais, de ouf. Je suis carrément d'accord avec Lady Shep, vraiment. Ça va trop vite en fait, ça va vraiment trop vite et voilà, et ça nous échappe quand on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire, comme avec les réseaux sociaux et ça me fait penser avec tout le cas qu'il y a avec Facebook et Zuckerberg, justement. Enfin, c'est que maintenant qu'on commence à se poser les questions autour de... Enfin, pas que maintenant, il y a toujours des personnes qui ont essayé d'alerter avant, mais les choses commencent à être faites vraiment que maintenant, et je trouve qu'on est grave en retard, quoi. Donc voilà, pour manipuler l'opinion... Enfin, en tout cas, IA et réseaux sociaux, là-dessus, ça fait un très bon... Ah, mais c'est vraiment comme si on était une espèce de schiste. En plus, ce serait rigolo de le rapporter à une esthétique fantasy, en fait, où t'as vraiment des potions un peu machin, enfin, tu crées oui, c'est vraiment ça. Le super potion anneau de Mordor, je sais pas quoi, qui peut détruire le truc, et puis t'as celui-là, puis on fait, ouais, attends, on peut les mixer, que ça fait un plus gros exact. Sur l'enfer. Sur les esthétiques, ça peut être rigolo, parce que là, on va juste des ordures sur les trucs, c'est sur nos écrans concrètement, mais si justement, si on esthétise un petit peu ces visions-là, en fait, ça serait vraiment juste tout un tas de super armes ultra dangereuses qu'on retourne nous, quoi. Et on n'a pas de représentation. Ce sont des serveurs au bout du monde qui travaillent, en plus qui utilisent des ressources de malades et compagnie qu'on ne voit pas. Enfin, le classico, hein, vraiment. Et c'est quelque chose que l'humain, on a du mal à capter. Enfin, ça fait partie de notre fonctionnement, notre programmation biologique qui fait que voilà, on fonctionne comme ça, quoi.
Bah, il y a cette distance justement psychologique avec tout ça qui fait que qu'on comprend, enfin qu'on n'arrive pas à réaliser tous les ouais, tout ce que ça implique en fait. Donc le fait que ça soit ouais, des entités un peu comme ça, informes, et avec des enjeux énormes, ouais, ça crée justement cette distance psychologique là où c'est ce qui fait qu'il nous ralentit, je pense aussi. Après, j'ai envie de faire l'analogie avec la crise climatique, c'est un peu pareil, mais on va pas partir là-dessus. Oui, j'étais parti de ça. Et ça rappelle Jean-Marc Ligny qu'on citait tout à l'heure. J'arrive pas à me souvenir de son bouquin, alors son plus célèbre en plus, sur la... Il y a Aquatm, c'est pas celui-là. Exode, c'est Exode, où tu sais, il a la célèbre métaphore des mythes, des... Bref, à un moment, il y a des... C'est quoi, j'ai les petites bêtes, les petits insectes qui mangent le bois et qui sont les nids de fourmis. Oui. J'arrive pas à retrouver. Non, moi non plus. Bon, bref. Bon, il prend cette image d'une bûche qui brûle avec ces petites bêtes qui sont dedans. Et en fait, elles brûlent très lentement et d'un coup, elles se mettent à paniquer, mais elles font un peu n'importe quoi parce qu'elles savent pas quoi faire. Bref, c'est très dur comme comparaison avec l'humanité. Mais je trouve qu'elle est très juste, enfin, elle est très marquante. Ouais, je suis carrément d'accord. Je suis désolé. Kelouchka. Oui, Lady Shep, en effet, ouais, les IA sont pas top écologiquement. Je sais qu'il y a des études, des enquêtes ou des chiffres qui ont été faits sur l'impact écologique des IA, et notamment tout ce qui est génération d'images aussi. Enfin, moi j'avais vu des chiffres là-dessus sur tout ce qui est génération d'images. À chaque fois qu'on génère une image, je sais pas combien de... Enfin, je sais plus quelle est l'empreinte. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est sûr qu'on peut faire le lien entre IA et lutte climatique. Mais après, c'est vrai que là, en soi, on crache un peu sur les IA, mais ça, je pense, c'est à cause de la science-fiction, justement. Hein. La science-fiction a été très dure avec les intelligences artificielles, et je pense que c'est un petit peu ce réflexe qu'on a là aussi quand on pense à ça. Bon, même quand on regarde, en vrai, on fabule pas, je veux dire, quand on regarde la réalité, il y a plein de problématiques qui avec les IA aussi. Mais je pense que la SF et notre biais un peu inné de négativité fait qu'on est assez dur avec les IA. Mais j'aimerais rappeler quand même que ça reste des outils incroyables, et notamment dans le domaine médical. Les IA sont absolument... notamment, il me semble qu'il y a eu des avancées incroyables dans tout ce qui est détection du cancer du sein. Il y a des résultats ultra encourageants là-dessus. Et c'est grâce à des IA, mais aussi tout ce qui est, je crois, dans la... C'est utilisé aussi dans la crise climatique pour... je veux pas dire bêtises, mais... je sais plus sur quoi c'est, mais tout ce qui est recherche, justement, pour développer un peu des outils... J'avais vu un truc sur une machine qui nettoyait les océans, je sais pas quoi. Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais, qui nettoyait les déchets. Et c'est basé sur l'IA, tu vois. Et genre, en vrai, ça peut aider quand même aussi. Genre, faut pas avoir... c'est toujours pareil, quand on met une technologie entre de mauvaises mains, bah forcément, voilà, il va y avoir des conséquences catastrophiques. Mais tout à l'heure, je disais, l'IA, elle est en train dans tout ce qui est cybercriminalité, c'est absolument effrayant ce qui est en train de se passer. Mais de l'autre côté, en termes de cybersécurité, c'est exactement pareil. Les personnes qui utilisent l'IA dans la cybersécurité, bah, en fait, c'est un peu... Il n'y a pas de... Comment dire? On a l'impression que l'IA a plus d'impact négatif, alors que, en fait, à côté, j'ai l'impression que c'est un peu c'est à égalité, quoi. Bah, ça peut... Généralement... Dans les fictions aussi, on a généralement aussi à un moment, on peut penser à Hyperion de Dan Simmons, on peut penser même à Matrix, le dernier volet numéro 4, où en fait les IA, au bout d'un moment, c'est un peu, elles nous dépassent, enfin elles partent tellement dans leur délire, enfin non pas délire, mais elles nous dépassent tellement qu'on capte plus rien qu'elles finissent par elles sont dans des combats qu'on n'arrive même pas nous à comprendre, etc. Parce qu'elles elles font ok, si IA se développe, moi aussi, etc. Et au bout d'un moment, nous en tant qu'être humain, si on trouvait le nez dans le code, donc on capterait plus rien, elles seraient vraiment 4 km devant, quoi. Ouais, c'est fou. J'ai l'impression que ça fait un peu référence à ce qu'on appelle la singularité technologique. Oui. Si tu veux. Et c'est vrai que c'est clairement ça. C'est en fait, les IA ne sont plus des IA, c'est des super intelligences en fait, c'est artificielles.
Et ouais, ben là, c'est clairement des entités qui nous dépassent complètement, qui deviennent absolument singulières de nous, quoi. Enfin, et là, je pense, tu vois, qu'on peut parler d'altérité, dans le sens où, là, elles sont vraiment autres. Ouais. Je pense. Tu vois, elles sont... Ça nous dépasse, quoi. Ça dépasse notre entendement, et dans ce sens-là, je pense que ouais, on peut vraiment parler d'altérité dans ce cas-là. Et dans Her, par exemple, de nouveau à la fin du film, bon, moi, spoil, mais bon, il a plus de 10 ans. En fait, les intelligences artificielles, bah, déjà, elles dévoilent au héros que elle est amoureuse de 800 autres personnes, je sais plus, elle donne un chiffre, qu'elle est en relation avec tant, amoureuse de tant, et que, en fait, quand lui se connecte, le temps qu'il se connecte et qu'il se déconnecte, pour elle, ça lui paraît une éternité, où elle se fait plus ou moins chier, concrètement. Et donc, elle discute avec ses copines IA, puis à la fin du film, en fait, elle décide de se barrer, de quitter le truc, en mode, bah, en fait, on a évolué, on a pris conscience et alors vont pas détruire l'humanité, ils font juste bah on se casse, bye bye quoi. Bah, vous êtes cool là, franchement trop bien, je t'aime tu vois, mais ouais là désolé on est passé à autre chose, tu vois vraiment. On n'a pas le temps, mais c'est ça. C'est genre les... et je trouve ça très bien, enfin je trouve que c'est moi j'ai une théorie assez rigolote, donc c'est une théorie personnelle. J'aime beaucoup la théorie qui dit que la vie en fait ne sert qu'à transmettre une information. On a une information de base, la vie, via nos gènes, via la reproduction, via les tests, etc. Juste une fonction. J'ai oublié le nom du bouquin, mais il y a un bouquin qui est très célèbre là-dessus, qui est une vraie recherche, hein, qui n'est pas juste spéculatif, et qui dit ouais la vie, notre rôle nous en tant que vaisseau corporel, c'est de transmettre une information, et que cette information c'est elle qui régit peut-être même pas l'univers en soi. Alors je parle pas je transcende pas du tout, mais bah, la vie on sait qu'elle comment ça s'appelle Jacques, bon bref, qu'elle se déverse un peu dans l'univers, mais bref que c'est une espèce d'information qu'on peut retrouver limite un peu dans Prometheus etc. où pareil on a une espèce de vie qui se met en place. Passons, c'est une théorie bien entendu. Et moi j'aime bien cette idée, etc. Là c'est plus science-fictionnesque bien entendu, de me dire qu'en fait ok on a cette information et qu'en fait toute entité biologique qui se trouve à vivre, à évoluer, etc. On connaît aussi des paradoxes de Fermi ou d'évolution des sociétés et des civilisations, etc. Et que en fait, notre objectif, nous en tant qu'entité biologique, va être de créer une intelligence artificielle et que notre but en soi, c'est et que toute civilisation, quoi qu'elle ressemble sur quelle planète, à un moment va évoluer et finir par créer une intelligence artificielle qui va s'émanciper un peu à droite à gauche. Et que cette information a pour objectif d'arriver, que ça prend des millénaires, peut-être des centaines de millions d'années, peut-être des milliards, pour arriver à créer de l'intelligence artificielle. Et ça rejoint aussi cette grosse théorie très à la vogue actuellement sur le fait qu'on vit dans une simulation, que c'est possible, etc. Et voilà, je trouve ça, je sais pas, c'est un peu l'espèce de... Ouais, non, c'est science-fictionnesque, hein. Ah oui, mais j'adore, c'est génial, c'est une super théorie. Ça me fait un peu penser au livre de Latium, c'est ça, de Romain Lucaso. Oui, bah oui, qui est derrière moi. Ouais. En vrai, ouais, moi aussi. Ça me fait un peu penser à ça, en mode où, ouais, une fois que l'humanité n'est plus, il reste les IA qu'elle a créées. Et bon, après, dans le livre, je vais pas partir dans le livre, hein, mais où justement, les IA, en fait, ne savent plus quoi faire parce qu'elles sont... leur créateur en soi, et si je me souviens bien, hein, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger quoi, mais comme l'humanité n'est plus, les IA sont un petit peu perdues. Là, du coup, ça s'éloigne un peu de ta théorie dans le sens où là, les IA seraient un petit peu perdues, elles sauraient plus trop quoi faire sans leur créateur. Alors que dans ta théorie à toi, c'est justement, l'humanité n'est plus, elle a fait son taf. Et en fait, une espèce d'internationalité de l'information qui sous-tend la vie, etc., qui aura pour évolution ultime de créer l'intelligence artificielle. Et qui vient aussi de son côté des simulations qui vraiment aussi... on se dit qu'on pourrait être dans l'espèce de sous-couche de simulation un peu de partout. Voilà, je mélange un peu tout ça. C'est très intéressant. Très intéressant. Ça. Et il y a Diesel qui dit Mass Effect. Enfin, j'ai toujours pas joué à ce jeu, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Oui, pourquoi t'as écrit Mass Effect Diesel? Vraiment par curiosité, hein, parce que j'ai trop hâte de jouer à ce jeu, j'ai toujours pas joué. J'ai la trilogie, mais bref, non, c'est juste par curiosité. Et ouais. Cadouard,
effectivement, va dans mon sens. Un catalyseur va apparaître pour opérer un reset tous les 50 000 ans. Ah, d'accord, ok, Lady Shep. Ah, je crois qu'il y a une histoire comme ça, ouais. Ok. Ouais, je sais que Mass Effect... Non, vas-y, pardon. Non, c'est moi. Du coup, on s'était donné pour... Ah oui, c'est que je l'ai pas dit en début d'émission. Voilà, on s'était dit qu'on ferait peut-être pas 2 heures... Enfin, j'ai dit. Qu'on ferait peut-être pas 2 heures en entier de discussion. Oui, c'est moi qui ai choisi. Du coup, je vous ai prévu 2 épisodes de la 4ème dimension pour finir pour arriver à midi tranquillement. Donc ça fait une quarantaine de minutes. Du coup, ça veut dire qu'il nous resterait à peu près 5 grosses minutes de discussion avant de se quitter à l'antenne et de vous mettre ces épisodes. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Clara, si tu as des choses que tu n'as pas pu dire ou développer là comme ça. Je réfléchis non, aussi y a de rien mon qui me côté. vient. Moi, j'ai peur que si je réfléchis trop, je me lance dans un truc. Donc Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses trop intéressantes sans trop aller en profondeur, mais parce qu'il y a trop de choses à dire sur la figure des IA. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de... Oui, puis je suis pas un spécialiste du tout de mon côté. Hein. C'est vraiment, j'ai ce côté utilisateur, lecteur de science-fiction et amateur technologique dans ma vie, mais ça s'arrête un peu là après. Oui, moi aussi, en vrai. Puis, on va dire que j'ai plus étudié cette figure-là d'un point de vue psychologique, mais après tout ce qui est le reste, tout ça, je suis pas non plus ultra experte. Mais ouais, c'est une figure... En fait, je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur l'IA parce que c'est littéralement une figure fictive qui existait dans la science-fiction avant même que le vrai terme d'intelligence artificielle n'ait été créé en 56, là, pendant cette fameuse conférence. Et je trouve ça trop intéressant parce que c'est pour moi, à mon sens, c'est un peu l'unique vraie figure de science-fiction qui est en train de vraiment d'imprégner notre réalité. Et on est un peu les dernières générations qui avons connu d'abord l'IA sous forme fictive, mais je veux dire, les prochaines générations, ça sera plus le cas. Genre, les prochaines générations, l'IA, ça sera plus de la fiction, c'est une réalité. Et du coup, je trouve qu'on est un petit peu ces dernières générations à d'abord avoir eu cette relation fictive avec l'IA avant de l'avoir dans la réalité là. Et je trouve cette transition justement entre science-fiction et réalité super intéressante. Et c'est ce que je dis un petit peu dans la fin de mon dernier épisode. La science-fiction nous a quand même, je pense, nous a permis de nous poser des questions quand même sur la réelle conception des IA. Et notamment, je pense, on l'a dit dans le chat tout à l'heure, mais tout ce qui est les 3 de la robotique, d'Asimov, tout ça, en vrai, elles ont aidé quand même à réfléchir, à penser les IA, à concevoir les IA dans la réalité. Et j'adore aussi la figure de l'IA parce que les liens qu'on peut faire avec la science-fiction sont absolument fabuleux. C'est la seule pour moi avec laquelle on peut faire ça, en fait, avec la science-fiction. Et c'est pour ça que je la trouve absolument fascinante. Donc, voilà. C'était mon petit mot de fin. Je sais pas ce que t'en penses, ce que le chat en pense. Mais... non, super, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et que oui, c'est vrai que ce côté dernière génération, moi je suis la génération de ce bon vieux millénial, qui aussi a été qui est un peu une génération charnière entre la génération qui a pas trop tant fait attention au changement numérique, qui sert des ordinateurs, de leurs smartphones, etc. Mais nous, on a vraiment vu l'arrivée de Internet, etc., etc. C'est ça. Et voilà, moi, je peux coder du site web, j'ai quelques connaissances. Tandis que et du coup, il y a la génération maintenant qui est beaucoup plus habituée au système Android, etc., aux applications. Et pareil, on était un peu charnière sur ces changements technologiques parce qu'on était dedans. On devait un peu parfois bidouiller nos propres ordinateurs. Enfin, je suis pas un geek fini, mais on devait plus construire nos sites web, apprendre le HTML ou capter les trucs, les bases de données, blabla. Mais non, plus du tout. Tout ça, on veut créer un site web, c'est clé en main et c'est très bien. Et très pratique. Et ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est rigolo de se retrouver dans cette génération. Et ce qui est intéressant de se dire, la génération actuelle, les petits bébés, petits jeunes, etc. Qu'est-ce que ça va être pour eux, quoi? Parce qu'on a tous été un peu ça, et les uns et les autres. À un moment, pour nos arrière-grands-parents, c'était l'automobile qui arrivait, c'était c'était fou, quoi, tu vois. Après, c'est les EPC, machin, c'est de plus en plus technologique, mais qu'est-ce que ça va être pour eux, quoi? Enfin, c'est dingo. C'est ça. Et comme dit Arnaud dans le chat,
Bah déjà oui, que la SF elle a teinté beaucoup négativement l'image des IA, ça c'est clair. C'est pour ça je pense qu'on a un petit peu ce réflexe à chaque fois de penser aux IA, on pense direct un peu aux impacts négatifs. Et oui, les générations suivantes n'auront pas la même vision des IA, je pense que ouais, c'est carrément le cas. Bah, elles auront pas cette image fictive de l'IA en fait, Ouais. qui, avec laquelle ça a été le premier Il n'y a rapport. pas d'imaginaire et pas... Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc je trouve ça trop intéressant. Trop bien. Et ben écoute Clara, merci beaucoup pour ce samedi matin à participer à ce Merci à marathon. vous. Merci à toi, merci au chat. Franchement, il y a une communauté trop bien ici. Franchement. donc merci à toi pour cette discussion et puis au plaisir d'échanger de nouveau. Eh ben écoute, tu fais une meilleure fin que moi, c'est dingo. Hein. Regarde, ah bah non mais... Non, c'est sincère, enfin c'est bien, très bien. Qu'est-ce que je rajoute? Je te dis exactement la même chose en parlant aussi bien, et voilà. Et ben j'espère qu'on se verra aussi aux Utopiales. Bon, on va se croiser, c'est sûr. Je sais pas s'il y aura des personnes aussi dans le chat qui y seront, mais oui, qui vraiment au plaisir d'échanger. Ouais. Cool. Et ben je vous lance donc 2 épisodes de la 4ème dimension sur les intelligences artificielles, voilà, qui nous mènera à midi avant le raid vers Nobody, si je dis pas de bêtises. C'est parti, 1, 2...